Avant de nous lancer dans la création de cette histoire unique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle intrigue, aucun mystère et aucune aventure personnalisée. On commence. L'hôpital Saint-Roch, dans le sud de la France, s'éveillait avant l'aube, bien avant que la ville ne s'anime. Construit en pierre claire, avec ses longs couloirs et ses fenêtres étroites, il portait en lui des décennies d'histoire silencieuse, absorbées par ses murs froids. En ce matin de novembre 1994, une fine pluie ruisselait sur les vitres, comme si le bâtiment retenait son souffle. Claire Moreau était censée arriver à 5 heures. Elle n'y est jamais arrivée. 3 heures avant le début de son service, Claire a été vue pour la dernière fois traversant le parking latéral de l'hôpital. Elle portait son habituel manteau bleu foncé, un simple sac en bandoulière, les cheveux hâtivement attachés. Elle marchait d'un pas tranquille, sans le moindre signe d'inquiétude, juste la routine. Claire avait 27 ans, était infirmière depuis 5 ans et était réputée pour son efficacité et sa discrétion. Elle ne tissait pas de lien profond avec ses collègues, mais elle ne causait pas non plus de tension. Elle arrivait en avance, partait à l'heure et suivait les protocoles avec une rigueur presque excessive. Pour l'administration, elle était invisible, le genre de professionnel qui ne se fait remarquer que par son absence. Ce matin-là, elle était absente. À 6 heures, son supérieur appela chez elle. Pas de réponse. À 7 heures, un collègue tenta de nouveau. Rien. À 8 heures, le service était déjà compromis. Des patients attendaient leurs médicaments et le nom de Claire apparut pour la première fois sur la liste des absences injustifiées. À 9 heures, la police fut appelée. Le médecin de garde cette nuit-là, Étienne Lemaire, se souviendrait des années plus tard que quelque chose clochait déjà, avant même d'apprendre la disparition. L'hôpital était en ébullition. Des appareils dysfonctionnaient sans raison apparente. Des alarmes se déclenchaient et s'arrêtaient d'elles-mêmes, et un patient âgé insistait sur le fait que quelqu'un errait dans les couloirs déserts. Étienne n'y croyait pas à ce moment-là. Il était jeune, récemment promu en médecine interne, sûr de sa méthode, de ses diagnostics, de la prévisibilité du système hospitalier. Pour lui, tout avait une cause mesurable. Tout, sauf l'étrange silence qui s'abattit sur l'hôpital lorsque le nom de Claire fut prononcé pour la première fois. La police retrouva sa voiture garée correctement et verrouillée. À l'intérieur, rien n'était déplacé. Sur le siège passager, son sac à main était intact. Portefeuille, papier, argent, tout y était. Son téléphone portable, rare à l'époque, lourd et analogique, était dans la boîte à gants, éteint. Dans l'appartement de Claire, la scène était encore plus troublante. Le lit n'avait pas été utilisé. Le petit déjeuner était partiellement préparé. Une tasse propre sur la table, la cafetière ouverte, la cafetière vide, comme si elle n'était partie que quelques minutes. Personne n'a trouvé de traces de lutte. Aucune effraction, aucune lettre, aucun mot. Claire avait simplement disparu entre la porte de l'immeuble et le parking de l'hôpital. L'affaire a suscité un intérêt modéré dans la presse locale pendant quelques semaines. Une infirmière disparaît mystérieusement en se rendant au travail, titraient les journaux. Mais il n'y avait pas de corps, les témoins se contredisaient et aucune caméra n'a rien capturé de concluant. Peu à peu, l'intérêt s'est estompé. De nouveaux crimes ont émergé. De nouvelles tragédies ont pris le dessus. L'hôpital a continué de fonctionner, mais plus de la même manière. Certains employés ont demandé leur mutation. D'autres commencèrent à éviter certains couloirs aux aurores. On rapportait des bruits de pas inexpliqués, des lumières qui s'allumaient toutes seules, des patients appelant une infirmière aux yeux fatigués, qui ne figurait pas dans les registres. L'administration balaya tout cela d'un revers de main, attribuant ses agissements à de la superstition alimentée par le stress. Étienne resta, il vieillit dans cet hôpital. Il devint chef de service, puis directeur médical. Il se maria, divorça, perdit des patients, enterra des collègues. Et, pendant 30 ans, il ne cessa de penser à Claire Moreau, non par nostalgie, mais à cause de l'étrange impression que quelque chose, dans cette matinée, ne s'était jamais vraiment apaisé. En 2024, déjà à la retraite,
Étienne accepta de donner une interview pour un documentaire sur les disparitions non résolues en France. Il n'avait pas l'intention de révéler quoi que ce soit de nouveau. Il voulait simplement consigner ses souvenirs, mettre de l'ordre dans le passé. Mais, caméra éteinte, avant même que l'intervieweur ne pose la première question, Étienne dit quelque chose qui provoqua un échange de regards silencieux au sein de l'équipe. « Pendant 30 ans, j'ai gardé cela pour moi, parce que personne ne m'aurait cru. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Je sais où Claire a fini. » Il prit une profonde inspiration, regarda le couloir vide derrière l'objectif et ajouta « Et je sais exactement pourquoi elle n'est jamais revenue. » Ce sujet vous a-t-il convenu? Souhaitez-vous apporter des modifications? Ton, rythme, détail. Ou pouvons-nous passer au suivant? Développement du monde et des personnages. L'hôpital Saint-Roch n'était pas qu'un simple lieu de travail. C'était une institution profondément ancrée dans l'histoire de Montpellier. Fondé à la fin du XIXe siècle, il s'est développé de manière anarchique, avec l'ajout d'ailes au gré des guerres, des épidémies et des réformes administratives. Certains couloirs étaient larges et lumineux, d'autres étroits, avec des sols usés et des fenêtres qui ne s'ouvraient plus. Les employés de longue date connaissaient des raccourcis qui ne figuraient même pas sur les cartes officielles. Claire Moreau avait rapidement appris ces méthodes. Originaire d'Arles, fille unique d'un cheminot et d'une couturière, elle grandit dans un environnement empreint de discipline et de silence respectueux. Peu sociable, elle observait plus qu'elle ne parlait. À l'hôpital, cette attitude se traduisait par une grande efficacité. Elle savait où se trouvaient les anciens dossiers médicaux, quels patients se réveillaient en sursaut la nuit et quels médecins évitaient d'être interrogés. Étienne Lemaire avait remarqué Claire des mois avant sa disparition, non pas à cause de ses paroles, mais à cause de ses actes. Un matin, dans la confusion générale, lorsqu'un patient fit un arrêt respiratoire, elle ignora un ordre confus, ajusta correctement l'oxygène et stabilisa l'homme avant même que le médecin de garde n'ait pu réagir. Elle ne chercha pas à se faire remarquer. Elle retourna simplement à son poste. Dès lors, Étienne commença à l'observer. Claire avait l'habitude d'accepter les gardes de nuit que les autres évitaient, surtout dans le vieux service, une partie moins fréquentée de l'hôpital où séjournaient les patients atteints de maladies chroniques, certains dans un état végétatif, d'autres en attente de transfert. C'était un espace fonctionnellement oublié, mais toujours en activité. L'administration avait l'intention de le fermer, mais des documents ont disparu, les rénovations ont été reportées et le service est resté. Certaines infirmières ont déclaré que Claire se sentait plus organisée là-bas. Moins de bruit, moins d'improvisation. Parmi ses collègues, Marianne Roche, l'infirmière en chef du service de nuit, se distinguait. Pragmatique, sceptique et connue pour son intolérance face aux retards et aux écarts de conduite, Marianne fut la dernière personne à parler à Claire la veille de sa disparition. Ce fut un bref échange de routine concernant les médicaments et les horaires. Des années plus tard, Marianne confiera une chose étrange. Claire semblait fatiguée d'une autre manière, non pas physiquement épuisée, mais excessivement concentrée, comme quelqu'un sur le point de prendre une décision difficile et irrévocable. Un autre nom qui revenait fréquemment dans les comptes était celui de Luc Bernard, technicien de maintenance. Il connaissait chaque porte, chaque niveau de sous-sol, chaque pièce désaffectée de Saint-Roch. Luc y travaillait depuis plus de 20 ans et affirmait que l'hôpital n'avait jamais été cartographié dans son intégralité. Après la disparition, il fit remarquer, presque en plaisantant, que certaines vieilles portes ne s'ouvraient qu'à ceux qui savaient où poser le pied. La police a rejeté ces propos. Le contexte urbain a également joué un rôle déterminant. Dans les années 1990, Montpellier connaissait une croissance rapide. De nouveaux quartiers ont émergé, tandis que les zones plus anciennes restaient marginalisées. L'hôpital, situé entre ces deux réalités, a absorbé la tension entre une modernisation précipitée et des infrastructures vieillissantes. Les patients de l'équipe de nuit l'ont remarqué plus que quiconque. Après la disparition de Claire, des témoignages inquiétants ont commencé à émerger.
Des patients de l'ancien service ont déclaré qu'une infirmière venait tôt le matin, vérifiait les perfusions, ajustait les draps, mais ne disait jamais un mot. Au lever du jour, aucune trace de ces soins n'avait été retrouvée, ni signature, ni nom. Étienne a d'abord attribué cela à la confusion mentale, aux effets sédatifs et à la solitude. Mais quelque chose le gênait. Les descriptions étaient trop uniformes. Toujours jeune, toujours discrète, toujours avec un regard attentif et fatigué. Entre-temps, l'enquête officielle piétinait. La police travaillait sur des hypothèses prévisibles. Fugue volontaire, liaison amoureuse, crise psychologique. Aucune ne tenait la route. Claire n'avait aucune dette, aucun partenaire connu, n'avait retiré d'argent et n'avait laissé aucune trace. Finalement, l'affaire a été classée. À l'intérieur de l'hôpital, le nom de Claire ne disparaissait pourtant jamais complètement. On le murmurait lors des changements d'équipe, on l'évitait lors des réunions officielles. Les nouveaux employés recevaient des avertissements vagues « Évitez ce service la nuit, ne restez pas seul après 3 heures ». Étienne, désormais plus expérimenté, commença à remarquer des anomalies qu'il avait ignorées jusque-là. Des portes non verrouillées sans enregistrement. Des dossiers médicaux, apparaissant dans des endroits improbables. Un vieil ascenseur de service qui s'arrêtait parfois à un étage, officiellement disparu. Il ne l'a jamais signalé officiellement, peut-être par peur de paraître superstitieux, peut-être aussi parce qu'au fond de lui, il soupçonnait que Claire était liée à tout cela, non pas comme une absence, mais comme une présence toujours active, fonctionnelle, intégrée à l'hôpital d'une manière que les dossiers ne pouvaient saisir. 30 ans plus tard, lorsqu'il accepta de témoigner devant la caméra, Étienne savait qu'il ne se contenterait pas de raconter l'histoire d'une disparition. Il raconterait l'histoire d'un système qui absorbe les individus, de décisions prises en silence et d'une infirmière qui semblait avoir trouvé un lieu où tout prenait enfin sens, même si cela signifiait ne plus jamais partir. Le premier incident concret s'est produit 6 mois après la disparition de Claire. Une patiente admise dans le service ancien a fait une grave chute tôt ce matin. Son dossier médical indiquait qu'elle n'aurait pas dû se relever seule, mais des examens complémentaires ont révélé que quelqu'un avait correctement ajusté son pied à perfusion quelques minutes avant l'accident. Détail troublant, aucun compte rendu de la présence d'une infirmière dans la chambre à ce moment-là n'a été retrouvé. L'administration a qualifié l'affaire de défaillance administrative. Étienne, cependant, commença à remarquer autre chose. Des événements isolés qui, mis bout à bout, formaient un schéma difficile à ignorer. Des médicaments administrés avec précision, des patients stabilisés avant des crises graves, des appareils remis en marche après des pannes, toujours entre 3 et 5 heures du matin, toujours dans le vieux service, et toujours sans attribution. Face à l'accumulation de ces incidents, l'hôpital se trouva confronté à un paradoxe. Le service ancien, auparavant considéré comme obsolète et problématique, affichait des taux étonnamment bas de complications nocturnes. Les patients admis y présentaient moins d'infections et moins d'épisodes critiques. Des statistiques implacables, difficiles à réfuter. Malgré cela, personne ne voulait travailler dans ce secteur. Certaines infirmières ont demandé un congé pour cause d'anxiété. D'autres ont refusé les quarts de nuit sans explication. Certaines ont affirmé entendre des pas synchronisés avec leur propre rythme, comme si quelqu'un les suivait de loin. Un interne a rapporté avoir été repris à voix basse alors qu'il avait failli commettre une erreur de dosage, alors qu'il n'y avait personne derrière lui. Étienne commença à passer plus de temps dans le service tôt le matin. Il ne cherchait pas de preuves surnaturelles. Il tentait de comprendre si un problème humain était ignoré. Quelqu'un utilisant d'anciens points d'accès, agissant en dehors du système et interférant avec les protocoles. Un risque sérieux si cela s'avérait vrai. Une nuit d'hiver, peu après 4 heures, il fut témoin de quelque chose qui le fit abandonner cette hypothèse. Un patient en insuffisance respiratoire a commencé à se stabiliser avant même qu'une intervention ne soit consignée. Étienne se trouvait à quelques mètres du lit, en train d'examiner les résultats des analyses. Lorsqu'il s'est approché, il a constaté que l'oxygène était réglé avec précision,
exactement comme Claire le faisait auparavant. Il n'y avait personne dans la pièce. Dans le couloir, les lumières ont brièvement vacillé. La vieille horloge murale, arrêtée depuis des années, affichait 4h12. À partir de ce moment, le conflit cessa d'être simplement administratif ou rationnel. Étienne se trouvait face à un choix difficile, insister sur des explications officielles et provoquer des enquêtes susceptibles de fermer l'ancienne aile, ou accepter qu'il s'y passait quelque chose qui fonctionnait en dehors des règles établies, mais qui fonctionnait tout de même. Ce choix devenait de plus en plus difficile chaque nuit qui passait. Après un service particulièrement tendu, Marianne Roche a confronté Étienne. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus ignorer les signalements du personnel. La peur était palpable. Des démissions s'enchaînaient. La direction exigeait des explications. « Si quelqu'un travaille en secret, nous devons le savoir », a-t-elle dit sans élever la voix. « Sinon, nous avons un tout autre problème. » Étienne ne répondit pas immédiatement. La même semaine, Luc Bernard signalait qu'une vieille porte de cave, officiellement scellée, avait été découverte ouverte. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une pièce vide, trop propre pour un lieu abandonné. La poussière avait été enlevée récemment. L'hôpital a lancé un audit interne. On a commencé à consulter d'anciens documents, notamment des plans architecturaux oubliés. On a découvert que des décennies auparavant, cette aile avait été reliée à une annexe temporaire, utilisée lors d'une épidémie. L'annexe avait été démolie, mais certains passages n'avaient jamais été complètement supprimés des réseaux internes. Passages sans fonction, sans surveillance. Parallèlement, des patients continuaient de signaler des traitements nocturnes non consignés. L'un d'eux a décrit avec précision une procédure connue uniquement des professionnels expérimentés. Un autre a mentionné un nom, chuchoté au petit matin, Claire. En entendant cela, Étienne ressentit un sentiment proche de la culpabilité. Il commençait à comprendre que la disparition n'avait pas été une rupture brutale, mais une transition. Claire ne quitterait pas l'hôpital, elle cesserait simplement d'exister, du moins selon les registres. Le conflit s'est envenimé lorsque l'administration a décidé de fermer temporairement l'ancienne aile. Les protocoles de sécurité ont été activés, l'accès a été bloqué et les horaires de travail ont été redistribués. La première nuit suivant la fermeture, 2 patients hospitalisés dans d'autres services ont présenté de graves complications. L'un d'eux est décédé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, même si personne n'avait envie de les lire à voix haute. Étienne comprit que le maintien de l'ordre institutionnel impliquait d'accepter des pertes humaines. Et laisser l'inexplicable se perpétuer revenait à compromettre tout ce en quoi il croyait concernant la médecine, la responsabilité et le contrôle. L'hôpital a exigé une décision, et pour la première fois depuis 1994, Étienne commença à se demander non pas où était Claire, mais si quelqu'un avait le droit de la ramener. La fermeture de l'ancienne aile n'a pas seulement affecté les patients transférés à la hâte. Elle a mis au jour des failles que l'hôpital avait dissimulées pendant des années. Un personnel surchargé de travail, des protocoles improvisés et une dépendance tacite à un élément dont personne n'admettait l'existence. Marianne Roche devint le principal foyer de tension. Infirmière en chef, elle devait gérer des horaires impossibles et une équipe à l'instabilité émotionnelle. Certains professionnels affirmaient que travailler hors du service habituel leur paraissait plus dangereux. D'autres, sans évoquer la raison, démissionnaient en invoquant des justifications vagues. Marianne, pragmatique de nature, commença à se demander si l'hôpital n'avait pas trop longtemps eu recours à des solutions informelles, voire invisibles. Pendant ce temps, Luc Bernard était confronté à sa propre crise. L'audit technique l'avait placé sous le coup de soupçons indirects. L'administration voulait savoir comment des portes scellées avaient été ouvertes, comment les vieux systèmes fonctionnaient encore. Luc, qui avait toujours considéré l'hôpital comme un organisme vivant, se sentait trahi. Il se mit à fouiller dans des dossiers oubliés, des plans dessinés à la main, des rapports datant de plusieurs décennies.
C'est ainsi qu'il a fait une découverte troublante. Les dossiers d'employés temporaires de l'épidémie de 1972, dont beaucoup n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de licenciement. Des noms barrés, des intitulés de postes génériques, des horaires irréguliers. L'hôpital n'avait jamais été complètement nettoyé administrativement. Des gens étaient arrivés et étaient restés. Parallèlement, une intrigue secondaire se déroulait silencieusement parmi les patients. Après la réouverture partielle de l'ancienne aile, autorisée à titre expérimental, certains patients ont commencé à présenter une amélioration inattendue. L'un d'eux, un homme qui était dans le coma depuis des mois, a montré de légers signes neurologiques après une nuit durant laquelle des capteurs ont enregistré une activité inexpliquée dans sa chambre. L'équipe a célébré avec prudence, évitant d'évoquer ce qui se passerait entre 3 et 4 heures du matin. Une autre patiente, une femme âgée atteinte de démence avancée, s'est mise à appeler l'infirmière « qu'on n'oublie jamais ». Elle disait que cette femme revenait toujours, même quand personne d'autre ne venait. La famille a cru à un délire. Étienne, lui, n'était pas de cet avis. La pression du temps s'intensifiait. L'administration centrale exigeait des rapports clairs. L'hôpital risquait des sanctions s'il ne fournissait pas d'explications sur les incohérences. Des audits externes furent annoncés. Des caméras seraient installées dans tous les anciens couloirs. Cette décision a créé une division interne. Certains médecins prônent une transparence totale, quitte à fermer définitivement le service. D'autres, en secret, craignent qu'une intervention excessive ne détruise un élément qui, bien qu'inexplicable, sauvait des vies. Étienne se retrouva au cœur de ces tensions. Il commença à consulter ses propres archives, des notes personnelles qui n'avaient jamais été versées aux dossiers officiels. Il découvrit que dans les mois précédant la disparition, Claire avait été impliquée dans des affaires complexes, assumant toujours des responsabilités qui dépassaient son rôle officiel. Elle a corrigé les erreurs, elle a comblé les lacunes, elle est restée après les heures de travail. Peu à peu, Étienne réalisa que Claire ne se contentait pas de travailler là, elle allait devenir une partie intégrante du fonctionnement invisible de l'hôpital. Un élément crucial de l'intrigue s'est révélé lorsque Marianne a confié un secret qu'elle gardait depuis des années. La veille de la disparition, Claire avait demandé à accéder à une pièce du sous-sol, officiellement hors service. Elle avait expliqué qu'elle devait vérifier du vieux matériel. Marianne l'avait autorisé, bravant ainsi le règlement intérieur. Cette pièce correspondait exactement à la porte que Luc avait trouvée déverrouillée. Le temps pressait lorsqu'un audit externe a fixé une date pour une inspection complète de l'ancienne aile. Si des irrégularités d'accès ou des incohérences dans les dossiers étaient constatées, le secteur serait fermé définitivement. Les patients seraient redistribués. L'hôpital perdrait des ressources, et peut-être même plus. La semaine précédant l'inspection, les incidents nocturnes se sont intensifiés. Des alarmes se déclenchaient et glissaient toutes seules. Des portes s'ouvraient sans enregistrement électronique. Des patients se présentaient avec des signes vitaux ajustés avec une précision quasi excessive. C'était comme si l'hôpital réagissait à la menace. Étienne commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mystère du passé, mais d'une coexistence fragile entre le visible et l'invisible. Les intrigues secondaires convergeaient vers une question troublante. L'hôpital fonctionnait-il mieux parce qu'une personne avait été effacée des systèmes ou malgré cela? L'inspection approchait, et pour la première fois, Étienne considéra que la prévention de l'audit était peut-être le seul moyen d'éviter une rupture irréversible. L'audit était prévu un lundi. À 7 heures du matin, une équipe externe devait arriver à l'hôpital Saint-Roch pour examiner les dossiers, les couloirs, les points d'accès et les systèmes obsolètes. Rien ne serait négligé. Pour l'administration, c'était l'occasion de mettre fin à des décennies d'improvisation. Pour Étienne, c'était le risque ultime. La nuit précédente, il avait décidé de rester à l'hôpital après son service. Il n'en avait parlé à personne. Il avait éteint son portable. Il n'avait emporté qu'un trousseau de vieilles clés que Luc lui avait donné des semaines auparavant, sans explication. À 3 heures du matin, l'hôpital sombra dans ce silence si particulier qu'Étienne avait appris à reconnaître.
Ce n'était pas une absence de bruit, mais une suspension, comme si le bâtiment attendait quelque chose. Il est allé dans l'aile ancienne. Les détecteurs de mouvement étaient désactivés pour maintenance. Les caméras n'étaient pas encore installées. La porte du sous-sol, celle qui n'existait officiellement pas, s'était entr'ouverte. À l'intérieur, l'air était plus froid. Les murs étaient trop propres. Au centre de la pièce vide, une vieille civière métallique restait alignée, comme si elle servait encore. À côté, une armoire contenait du matériel de base. Gants, compresses, flacons de perfusion, tous encore consommables. Ce n'était pas une cachette de fortune. C'était un avant-poste fonctionnel. Étienne s'avança dans l'étroit couloir qui prolongeait la pièce. Il ne figurait sur aucun plan moderne. Les lumières s'allumèrent une à une au fur et à mesure de sa progression, à un rythme qui ne correspondait à aucun système automatique connu. Au bout du couloir, il l'aperçut. Claire Moreau, dos à lui, ajustait un pied à perfusion imaginaire. Elle portait son ancien uniforme d'hôpital, impeccable, sans la moindre trace d'usure. Ses gestes étaient précis, familiers, naturels. Quand elle se retourna, il n'y eut aucun choc, aucune réaction surnaturelle, juste une reconnaissance. « Vous avez pris votre temps », dit-elle d'un ton neutre. La voix ne résonna pas, elle ne semblait pas déplacée dans l'espace. Étienne sentait le poids de 30 ans peser sur sa poitrine. Il ne cria pas, il ne s'enfuit pas. Il resta simplement où il était, comme si cette rencontre était la conséquence logique de tout ce qu'il ignorait. Claire expliqua sans long discours. Elle parlait tout en travaillant, comme toujours. Elle raconta que cette nuit de 1994, quelque chose allait dysfonctionner sous terre, un vieux système, une vanne oubliée. Une erreur qui pourrait coûter la vie à des patients. Elle descendrait pour la réparer, sachant qu'elle n'en avait pas l'autorisation, sachant que personne ne la suivrait. Il y a eu un accident, pas violent, silencieux. Elle n'est pas morte comme on l'imagine, pas immédiatement. L'hôpital l'a prise en charge, profitant du manque de protocole, de dossiers et de responsabilités non définies. Là où il n'y avait pas de surveillance, mais où le besoin était criant. « Il fallait bien que quelqu'un reste », dit-elle, « et j'étais déjà là. » Le tournant n'a pas été la rencontre elle-même, mais ce que Claire a révélé par la suite. Elle ne pouvait pas sortir. Chaque tentative d'ingérence extérieure, audit, fermeture, modernisation brutale, fragilisait l'équilibre qui permettait aux patients de survivre toute la nuit. L'hôpital avait appris à fonctionner avec une couche invisible. La supprimer entraînerait des défaillances systémiques. Ce décès récent était un avertissement. Claire n'était pas un fantôme, pas exactement. C'était une fonction qui cesserait d'avoir un nom. Elle a demandé une chose simple, qu'Étienne empêche l'audit, pas indéfiniment. Juste le temps que l'hôpital puisse reconnaître officiellement ce qu'il avait toujours nié, ses lacunes. Si je ne le faisais pas, elle disparaîtrait à jamais. Et avec elle, tout ce qui permettait à la vieille elle de fonctionner. Le temps pressait. À 6 heures, les premiers employés arrivèrent. À 7 heures, les auditeurs. Étienne quitta la cave avec le sentiment d'emporter un secret inexplicable. Au bureau, il prit une décision qui allait tout changer. Il déclencha une fausse alerte, prétextant un risque structurel. L'audit fut suspendu sine die. Officiellement, il sauvera l'hôpital. À ce moment-là, cependant, il comprit qu'il avait franchi une ligne irréversible, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan moral. Claire allait continuer. Et maintenant, lui aussi faisait partie du système qui faisait semblant de ne pas la voir. La suspension soudaine de l'audit a eu un effet immédiat à l'hôpital Saint-Roch. Officiellement, la justification technique a été acceptée sans grande objection. Mais dans les couloirs, la décision semblait prendre des allures bien plus graves qu'un simple protocole d'urgence. Le soulagement était palpable, mais la méfiance aussi. Marianne Roche fut la première à confronter Étienne. Elle ne demanda pas d'explications détaillées. Elle voulait comprendre les conséquences pratiques. Il fallait réorganiser les horaires, refaire les rapports, réaffecter les patients à leur ancien service. Le personnel réagit de façon ambiguë. Certains acceptèrent de nouveau les gardes de nuit avec moins de réticence. D'autres restèrent inquiets, mais obéirent. Luc Bernard, de son côté, comprit rapidement qu'on avait esquivé quelque chose.
Il remarqua l'arrêt des travaux prévus, le retrait discret des techniciens extérieurs et le report Cindy de l'installation des caméras. Luc ne posa pas de questions directes. Il se contenta de veiller à ce que certaines portes restent accessibles uniquement à ceux qui savaient s'en servir. Les effets cliniques sont également devenus évidents. Dans les semaines qui suivirent, le taux de complications nocturnes recommença à baisser. L'état des patients de l'ancien service se stabilisait régulièrement. Les crises respiratoires étaient maîtrisées avant de s'aggraver. Les médecins attribuèrent ce progrès à la réorganisation des équipes, mais Étienne, lui, constatait la précision quasi imperceptible qui s'opérait entre 3 et 5 heures du matin. Dans le même temps, les réactions émotionnelles se sont intensifiées. Certains professionnels ont rapporté faire des rêves récurrents de couloirs vides et de lumières qui s'allument toutes seules. D'autres ont constaté que de petits objets, stylos, montres, badges, disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits improbables. Rien de grave, rien de vérifiable, mais suffisant pour créer un état d'alerte constant. Étienne commença à ressentir le poids personnel de sa décision. Il commença à éviter certains endroits aux aurores, non par peur, mais par sentiment d'intrusion. Il savait que Claire était encore là, à travailler, à observer. Il n'y eut plus de rencontres directes. Seulement des signes, dossiers médicaux organisés, matériel réglé, patients soignés avant l'aube. La coexistence forcée avec cette réalité modifia son comportement. Il devint plus rigoureux quant au respect des protocoles, plus attentif aux failles du système. Il commença à défendre, lors des réunions, le maintien des anciens secteurs, arguant que les modernisations brutales engendraient des risques imprévus. Certains collègues en vinrent à le considérer comme conservateur. D'autres, comme quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le laissait paraître. La réaction la plus difficile est venue de l'administration centrale elle-même. Malgré la suspension de l'audit, les rapports exigeaient des justifications cohérentes. Étienne a passé des heures à remplir des documents qui masquaient la véritable raison du déséquilibre des équipes de nuit. Chaque ligne écrite renforçait le mensonge opérationnel qui maintenait désormais l'hôpital en vie. De son côté, Claire semblait réagir au changement. Les événements inexpliqués se firent plus rares, plus subtils. Plus d'alarmes ne se déclenchaient seules, plus les portes ne s'ouvraient brusquement. L'hôpital s'adapta à cette coexistence silencieuse, comme s'il avait atteint les limites de ce qu'il pouvait révéler. Une conséquence inattendue est survenue lorsqu'un jeune interne, fraîchement arrivé à l'hôpital, a publiquement remis en question l'absence d'enregistrement nocturne dans certains cas. Il n'accusait personne. Il soulignait simplement des incohérences statistiques. Étienne intervint avant que l'interrogatoire ne soit officialisé. Il affecta l'interne à un autre service, justifiant sa décision par une nécessité pédagogique. C'était la première fois qu'il défendait activement le système invisible. La culpabilité n'a pas tardé à suivre. Il commença à se demander combien de décisions similaires seraient nécessaires à l'avenir, combien de carrières réorientées, combien de vérités étouffées. L'équilibre reposait sur un silence continu. Les patients, quant à eux, réagissaient différemment. Certains affichaient un calme inhabituel durant la nuit. D'autres demandaient à rester dans l'ancien service, même lorsqu'il y avait des places disponibles dans les secteurs plus modernes. Les familles ne pouvaient l'expliquer, mais elles leur faisaient confiance. La conséquence la plus profonde, cependant, fut d'ordre personnel. Étienne finit par comprendre que Claire n'était ni prisonnière ni sauveuse. Elle était le résultat extrême d'un système qui acceptait son dévouement, mais ne lui offrait aucune issue. Il deviendrait lui-même complice d'une situation similaire, celle d'un médecin qui maintenait l'efficacité de ses opérations au prix de l'invisibilité. L'hôpital a continué de fonctionner, mieux encore. Mais désormais, chaque soir, apportait la certitude que cette stabilité avait un prix toujours plus élevé, et que tôt ou tard, quelqu'un devrait le payer à nouveau. Le changement chez Étienne Lemaire ne fut ni immédiat, ni perceptible pour ceux qui le croisaient dans les couloirs de Saint-Roch. Il n'y eut ni discours, ni gestes théâtraux. Ce qui changea, c'était sa façon d'occuper l'espace. Moins automatique,
plus attentive aux rouages invisibles qui faisaient tourner l'hôpital. Il commença par revoir d'anciennes procédures toujours considérées comme provisoires. Des protocoles créés en situation de crise, jamais formalisés, mais sans cesse réutilisés. En les réorganisant, Étienne ne cherchait pas à dévoiler ce qui se passait dans l'ancien service, mais plutôt à réduire la dépendance tacite à l'égard de cette présence invisible. C'était une tentative de compensation. Parallèlement, elle a commencé à investir dans la formation de l'équipe de nuit. Elle encourageait les jeunes infirmières à mieux comprendre les patients atteints de maladies chroniques et favorisait la formation pratique tôt le matin, période où les erreurs sont fréquentes. Elle ne parlait pas de mystère, mais de responsabilité. Marianne Roche a remarqué le changement. Elle a constaté qu'Étienne consacrait désormais plus de temps aux changements critiques, observant, corrigeant et apportant son soutien. Il ne déléguait plus tout, il ne se retranchait plus derrière la hiérarchie. La tension entre eux a diminué. Luc Bernard fut également inclus dans ce nouvel équilibre. Étienne autorisa officiellement le maintien de certains anciens accès, désormais répertoriés de manière générique. Il n'était pas question de couloirs supplémentaires, seulement d'infrastructures historiques actives. C'était une manière de mettre en lumière une partie de ce qui avait toujours été nié. La croissance la plus difficile, cependant, était interne. Étienne commença à repenser à ses décisions passées, notamment celles concernant Claire, avant sa disparition. Il reconnut qu'à l'époque, il avait profité de son efficacité sans s'interroger sur le prix à payer pour lui. Il n'était pas intervenu lorsqu'elle avait accepté des responsabilités dépassant le cadre de ses fonctions. Il ne s'était pas demandé pourquoi. Elle acceptait toujours les quarts de travail les plus isolés. Désormais, il refusait de répéter ce schéma. Lorsqu'une infirmière a montré des signes évidents d'épuisement, Étienne est intervenu directement, à contre-courant de la logique du « tout faire pour que ça marche ». Il a réparti les horaires, même sous la pression administrative. Un geste modeste, mais réfléchi. Aux premières heures du matin, les signes de la présence de Claire se firent plus rares. Non pas qu'elle disparaisse, mais parce que l'hôpital commençait peu à peu à pallier les carences qui dépendaient auparavant entièrement d'elle. L'état des patients était toujours stabilisé de façon quasi parfaite par moments, mais les dossiers étaient désormais plus cohérents. Moins de lacunes, moins de silence forcé. Étienne ne retourna pas dans la clandestinité. Non par peur, mais par respect. Il comprenait que cette présence persisterait aussi longtemps que nécessaire et que la meilleure façon de l'honorer était de s'en détacher. Le véritable tournant s'est produit lorsque l'administration centrale a proposé un nouvel audit quelques mois plus tard. Cette fois, Étienne n'a pas bloqué le processus. Au contraire, il a présenté un plan progressif d'intégration et de modernisation responsable. Maintenant, l'ancienne aile en activité, mais avec de véritables transitions. Il y a eu de la résistance, il y a eu des questions, mais il n'y a pas eu d'effondrement. Durant cette période, un événement symbolique s'est produit. Un patient gravement malade, hospitalisé dans l'ancien service, a survécu à une nuit particulièrement difficile sans intervention inexplicable. L'équipe a agi avec précision, le système a fonctionné. Le lendemain matin, Étienne découvrit un détail anodin dans son bureau. Un vieux dossier parfaitement rangé, non signé. Il interpréta ce geste non comme un avertissement, mais comme une reconnaissance. Claire était toujours là, mais désormais, elle ne portait plus tout seule. La transformation d'Étienne ne signifiait pas une rédemption complète. Il portait encore des secrets. Il manipulait encore les récits, mais ses actions commencèrent à alléger le poids accumulé de ce qui restait invisible. L'hôpital demeurait un organisme complexe et imparfait. Cependant, pour la première fois depuis des décennies, il commençait à apprendre à se maintenir en vie sans pour autant anéantir complètement ceux qui le faisaient vivre. Et pour Étienne, c'était l'accomplissement ultime. La stabilité nouvellement acquise à l'hôpital Saint-Roch s'est avérée fragile. Le plan de modernisation progressive a progressé, mais chaque ajustement a engendré des effets secondaires inattendus. De nouveaux systèmes ont été mis en service, tandis que d'anciennes structures restaient opérationnelles, créant des chevauchements dangereux.
L'hôpital fonctionnait par strates, certaines visibles, d'autres délibérément ignorées. Étienne observait tout de près. Des rapports ont commencé à signaler des dysfonctionnements mineurs durant les heures critiques du petit matin. Pas de crise grave, mais des retards, des indicateurs de performance instables, des alarmes qui mettaient quelques secondes de plus à se déclencher, des erreurs qui, prises individuellement, n'auraient pas suscité d'inquiétude, mais qui, ensemble, indiquaient une fragilisation de la stabilité nocturne. Claire reculait, non par choix, mais par conséquence. À mesure que l'hôpital assumait davantage de responsabilités officielles, cette présence discrète devenait moins nécessaire et donc moins constante. Étienne comprenait que le processus d'intégration n'était pas neutre. Chaque amélioration réduisait d'autant l'espace occupé par Claire. La tension est montée d'un cran lorsqu'une panne de courant a touché une partie de l'hôpital par une matinée pluvieuse. Les générateurs fonctionnaient partiellement. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité et l'aile ancienne est restée sans courant pendant près de 20 minutes. Le personnel a réagi avec beaucoup d'efforts, mais l'état d'impatience s'est rapidement dégradé. Cette fois, il n'y a pas eu d'intervention invisible. Le patient a survécu de justesse grâce à l'intervention improvisée de Marianne et de 2 jeunes infirmières. Cet épisode a mis en évidence que l'hôpital n'était pas encore prêt à se passer complètement des dossiers non enregistrés. Le temps commença à jouer contre Étienne. L'administration a fixé une date définitive pour la fermeture complète des anciens accès souterrains. Elle justifie cette décision par des risques structurels trop élevés. La fermeture interviendra dans 3 semaines. Luc Bernard avertit discrètement Étienne. Il lui dit que certaines portes seraient soudées, certains couloirs bloqués à jamais. La réaction de Claire ne s'est pas manifestée par des mots, mais par son absence. La nuit suivant l'annonce, entre 3 et 5 heures du matin, rien ne fonctionnait correctement. Les patients appelaient et attendaient longuement avant d'être pris en charge. Les systèmes informatiques étaient hors service. L'hôpital semblait désert. Étienne comprit qu'il avait atteint les limites du possible. Il ne s'agissait plus de protéger un secret, mais de choisir comment y mettre fin. Il devait décider s'il laissait Claire disparaître définitivement, absorbé par les réformes et les protocoles, ou s'il acceptait une rupture finale. La reconnaissance explicite qu'un élément extérieur au système permettrait de faire vivre des vies pendant des décennies. La préparation du point culminant ne s'est pas faite lors de réunions, mais par de petits gestes. Étienne entreprit de consulter de vieux documents, à la recherche d'une trace oubliée, d'une faille administrative qui pourrait légitimer officiellement ce qui n'avait jamais été admis. Il y découvrit des mentions vagues de « fonctions d'urgence étendues » créées lors d'épidémies jamais formellement abrogées. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Pendant ce temps, Marianne s'est adressée à l'équipe. Elle a expliqué les changements, exigé une attention maximale et préparé des équipes renforcées pour la nuit critique qui approchait, la dernière avant la fermeture définitive du sous-sol. Les signes se firent plus évidents. Des portes qui s'ouvraient autrefois d'elles-mêmes restèrent bloquées. Les dossiers médicaux cessèrent d'être présentés de manière organisée. L'hôpital commença à ressentir l'absence de quelque chose qu'il n'avait jamais reconnu. L'avant-dernière nuit, Étienne resta tard au bureau. Il rassembla les documents, signa les autorisations et prépara une décision irrévocable. Ce n'était pas de l'héroïsme, mais une prise de responsabilité tardive. Il savait que le point culminant ne serait pas un événement spectaculaire, mais un effondrement silencieux ou un choix conscient. À 2h50 du matin, la veille de la fermeture, Étienne descendit seul dans l'aile ancienne. Il ne cherchait pas Claire. Il essayait de savoir s'il était encore possible de négocier. Au sous-sol, il ne trouva que le silence. Aucune lumière ne s'allumait. Aucun bruit de pas ne résonnait. L'hôpital attendait. Et Étienne aussi. À 3 heures du matin, l'hôpital Saint-Roch s'est effondré silencieusement. Il n'y a eu ni explosion, ni alarme continue, juste une série de défaillances, trop mineures pour déclencher des protocoles automatiques, mais trop importantes pour être ignorées. Les écrans se sont figés quelques secondes.
Les pompes à perfusion ont redémarré sans prévenir. Le système central a perdu la synchronisation entre les services. L'aile la plus ancienne a été la plus touchée. Marianne était de garde lorsqu'elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Les appels s'accumulaient, mais les réponses tardaient à venir. 2 patients ont subi une chute brutale de tension. Un 3e a fait une arythmie. L'équipe a réagi, mais il y avait un manque de coordination. C'était comme si un rouage essentiel avait disparu au pire moment. Claire n'était pas là. Étienne le pressentait avant même d'avoir vérifié les données. L'hôpital n'était pas seulement en dysfonctionnement, il était désorienté. Il descendit rapidement dans l'aile ancienne, ignorant les protocoles, et traversa des couloirs qui allaient bientôt être bouclés. Au sous-sol, il trouva l'espace presque méconnaissable. Lumières éteintes, portes verrouillées. La pièce fonctionnelle était vide, pour la première fois depuis 1994. Au centre du sol, juste une vieille étiquette décolorée portant le nom de Claire Moreau. Le point culminant n'était pas sa disparition définitive, mais ce qui s'est passé ensuite. Alors que l'aile ancienne entrait en crise, les systèmes modernes s'effondraient en cascade. Le chevauchement des technologies, anciennes et nouvelles, s'est révélé intenable. L'hôpital avait été conçu pour fonctionner avec des solutions de fortune, et non avec une intégration forcée. L'état des patients s'est rapidement détérioré. Étienne retourna en courant dans l'aile principale et prit directement les rênes. Il annula les autorisations. Il réorganisa les équipes. Il fit fi de la hiérarchie. Pour la première fois depuis des décennies, l'hôpital fonctionna uniquement avec les documents officiellement enregistrés. Et cela a failli ne pas suffire. Au moment le plus critique, lorsqu'un patient a fait un arrêt cardiaque simultanément à un autre en insuffisance respiratoire, Étienne a fait quelque chose d'inattendu. Il a activé un vieux protocole oublié qui n'avait jamais été officiellement abrogé. La fonction d'urgence permanente, équipe de nuit. Il s'agissait d'une désignation créée lors d'épidémies, permettant à un professionnel de travailler en dehors des horaires et des registres officiels en cas d'effondrement systémique. Lors de son activation, Étienne n'a pas mentionné Claire. Il a donné un nom à l'hôpital. Le système a reconnu la fonction. Il a redirigé l'accès. Il a réorganisé les priorités. Il n'a pas créé une présence invisible. Il a reconnu une lacune structurelle. Les échecs ont progressivement cessé. L'état des patients s'est stabilisé. Les équipes reprennent leur rythme. L'hôpital respire à nouveau. Au sous-sol, l'ancienne pièce restait vide. Claire n'est pas revenue, mais elle n'a pas disparu comme avant. Le lendemain matin, l'administration est arrivée pour procéder à la fermeture définitive des anciennes entrées. Ils ont trouvé un hôpital fonctionnel et stable, sans incident inexplicable. Aucune porte ne s'ouvrait toute seule. Aucun dossier médical n'était non signé, et sans l'infirmière qui l'avait soutenu pendant 30 ans. Étienne a rendu sa décision finale le même jour. Il a demandé sa retraite immédiate. Non pas comme une échappatoire, mais comme une conclusion. Il savait que le point culminant n'était pas une confrontation entre le visible et l'invisible, mais le choix de reconnaître officiellement ce qui avait toujours été marginalisé. Claire n'avait plus besoin d'exister, car l'hôpital avait enfin admis sa propre imperfection. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, personne n'entendit de bruit de pas inhabituels dans les couloirs, et personne n'en avait besoin. Dans les mois qui suivirent cette aube décisive, l'hôpital Saint-Roch connut une transformation discrète mais profonde. L'ancienne aile fut officiellement restructurée, non plus comme un espace oublié, mais comme une unité de soins de longue durée intégrée au reste de l'hôpital. Les couloirs furent conservés, l'accès standardisé et les systèmes simplifiés. Rien n'a été démoli à la hâte. L'administration a publié des rapports techniques détaillés. Les défaillances ont été attribuées à des incompatibilités structurelles anciennes, fréquentes dans les hôpitaux historiques. Aucun phénomène inexpliqué n'a été évoqué, aucune mention de dossier manquant. Aux yeux du monde extérieur, tout a été résolu dans le cadre institutionnel. À l'intérieur de l'hôpital, cependant, quelque chose avait changé. Les équipes de nuit ont gagné en cohésion.
Les protocoles ont été adaptés pour tenir compte des zones à risque opérationnel, horaires, patients et situations qui, auparavant, reposaient sur l'improvisation. Ce qui était autrefois maintenu par le silence l'est désormais par la responsabilité partagée. Marianne Rochat a officiellement pris en charge la coordination de l'équipe de nuit. Elle a imposé des limites claires aux heures de travail, refusé les solutions de facilité reposant sur le sacrifice individuel et s'est fait connaître pour mettre fin au quart de travail avant que quiconque ne soit à bout de force. Son style n'était pas chaleureux, mais il était juste. Luc Bernard resta chef technicien jusqu'à sa retraite des années plus tard. Avant son départ, il contribua à documenter l'ensemble des infrastructures historiques encore en activité à l'hôpital. Rien n'était dissimulé. Chaque porte avait une fonction bien définie. Il affirmait que Saint-Roch devait cesser de prétendre n'être qu'un bâtiment moderne. Étienne Lemaire se retira discrètement. Son départ à la retraite n'a pas été célébré en grande pompe. Il a refusé les honneurs, il a rendu son insigne, vidé son bureau et n'a laissé derrière lui qu'un dossier bien organisé contenant d'anciens documents, désormais classifiés. Il n'a pas emporté le poids du secret avec lui. Il l'a laissé diluer au sein de la structure qui contribuera à le dissiper. Des années plus tard, lors d'un entretien final pour le même projet de documentaire, on a demandé directement à Étienne: « Croyez-vous que Claire Moreau soit morte cette nuit-là » Il réfléchit avant de répondre. « Pas au sens où nous l'entendons », a-t-il déclaré. Elle a cessé d'exister lorsque l'hôpital n'a plus eu besoin qu'on y mette fin pour fonctionner. C'est la seule phrase qui a été conservée dans la version finale. Officiellement, l'affaire de Claire est restée classée comme disparition non résolue. Aucun corps, aucune confession, aucune preuve concluante. Pour la police, elle s'est perdue dans les transports en commun entre son domicile et son travail. Une statistique troublante, mais malheureusement fréquente. Pour l'hôpital, en revanche, Claire a connu une fin tragique. Elle fut absorbée par un système qui confondait dévouement et disponibilité illimitée. Elle resta aussi longtemps que nécessaire, et elle disparut lorsque la structure reprit finalement le contrôle de ce qu'elle avait toujours externalisé. Des décennies plus tard, de nouveaux professionnels arpentaient les couloirs de Saint-Roch sans entendre de bruit suspect. Aucun patient ne décrivait de traitement non supervisé. Aucun dossier médical n'était rendu public sans signature. Il y avait néanmoins quelque chose de différent dans le travail de nuit. Une attention accrue, un soin presque rituel porté à ce qui est habituellement négligé. Comme si chacun, sans savoir précisément pourquoi, comprenait que les hôpitaux ne dépendent pas uniquement de la technologie ou de l'autorité, mais aussi des personnes qui comblent les lacunes. Et que ces lacunes, si elles ne sont pas reconnues, ont un coût. Claire Moreau n'a eu droit à aucune plaque ni à aucun discours commémoratif. Mais son absence finit par être respectée, et pour Saint-Roch, c'était la fin la plus honnête possible. Des années plus tard, par une matinée ordinaire à Saint-Roch, un nouvel infirmier remarqua quelque chose d'étrange. En consultant un ancien dossier médical, il découvrit une note manuscrite d'une écriture soignée, corrigeant une posologie avant qu'une erreur ne soit commise. Aucune signature, aucun enregistrement numérique correspondant. Il a corrigé le tableau, a continué son service et n'en a parlé à personne. Le lendemain matin, en retournant au même dossier, la note avait disparu. L'hôpital fonctionnait parfaitement, mais entre l'attention et l'oubli, quelqu'un continuait de veiller. Si cette histoire vous a fait réfléchir à ce qui se passe en coulisses dans des lieux que nous considérons comme sûrs, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Combien de Claire Moreau existe-t-il dans les hôpitaux, les entreprises ou les familles qui soutiennent des systèmes entiers dans l'ombre? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La disparition, le silence de l'institution ou le choix final du médecin? Votre interprétation pourrait révéler des aspects que d'autres lecteurs n'auraient pas perçus. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Des histoires comme celle-ci ne survivent que lorsqu'on décide de s'intéresser à ce qui est généralement ignoré.